savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, le Parti québécois n'a pas obtenu son droit de la présidence de l'Assemblée nationale. En fait, n'a pas convaincu la présidente de l'urgence d'une situation concernant Nordvolt. Ça n'a pas empêché que ça a été le sujet hier à l'Assemblée nationale. Oui, les partis d'opposition ont bombardé le gouvernement Legault quant à la viabilité du projet de Nordvolt, ici dans lequel quand même, là, il y a des centaines de millions en fonds publics qui ont déjà été engagés, en plus des montants qui seront à venir. D'abord, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, a parlé avec la direction de Nordvolt, qui s'est fait quand même rassurante dans les circonstances. François Legault parle toujours de risques calculés pour faire du développement économique lorsqu'il réfère à Nordvolt. Et là, il y a toute la question, Mario, des 300 millions de dollars supplémentaires en capital action envers Nordvolt. Et là, ce que le PM dit, les conditions ne sont pas là actuellement pour verser ce montant-là. Quelles sont ces conditions? On parle de la construction de l'usine qui commence et le financement privé de l'entreprise qui va être complété. On en est au-delà de 700 millions de dollars maintenant d'injecter. Mais la ministre, hier, elle laissait entendre qu'il y en avait un 200, que ce serait 510, et qu'il y en a un 200 qui était dans les livres qu'on avait calculé dans le 700, qui serait peut-être pas encore en capital action versé dans la compagnie. À suivre, mais en fait, c'est des précisions qui ont été données hier, parce que sur papier, on avait l'impression vraiment que c'était 700 qui étaient engagés. Bon, après ça, il reste la question du terrain. C'est que si la construction se fait pas, je suppose que le gouvernement du Québec reste avec le terrain. Mais là, on a donné 200 millions pour le terrain, ce qui vaut vraiment, parce qu'il avait été payé 20 millions il y a 10 ans. Est-ce que le 200 millions, ça a été payé trop cher? Mais en même temps, c'est pas zéro. Là, il vaut sûrement... On dit que c'est le seul... En fait, la valeur, là, c'est la rareté. Puis on dit que c'est le seul terrain industriel de cette dimension-là dans le grand Montréal. Là, semble-t-il. Je suis pas en mesure de vérifier, mais sinon, t'en as d'autres. T'as le secteur de Bécancour, t'as d'autres grands parcs industriels plus loin en région. Mais c'est pour le gouvernement certainement un moment difficile à traverser, parce que le gouvernement contrôle rien. Le gouvernement dit, nous, c'est notre cellulier Nordvolt, mais Nordvolt a des problèmes à l'échelle mondiale. En Suède, et le gouvernement du Québec n'a pas de contrôle là-dessus, est obligé de prendre la parole des gens de Nordvolt, qui eux-mêmes, je pense, ont plus un plein contrôle sur leur situation. C'est des réponses difficiles à donner à l'Assemblée nationale. Oui, puis d'autant plus que Nordvolt, ici, s'est muré dans le silence. On n'a pas eu de conférence de presse de Nordvolt avec Paolo Cerruti, entre autres. Je te fais entendre un montage des principales déclarations de Christine Fréchette, François Legault, Marois Risky des Libéraux, Pascal Paradis du Parti québécois et Gabriel Nadeau-Dubois chez les Solidaires. Au fur et à mesure que des conditions sont rencontrées, il y a du financement qui peut être dégagé. Et le 300 millions, en fait, c'est 220 millions américains qui est prévu lorsque la construction de l'usine aura débuté et lorsque le financement privé aussi aura été levé pour la construction de l'usine. Donc, c'est pas pour demain. Pour l'instant, les conditions sont pas remplies. Ce 300 millions ne sera pas versé à court terme. Même le fédéral a pas mis un sou à date. Alors que nous, on a déjà 700 millions de dollars d'engagés des Québécois. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils jouent à l'émission des Dragons, eux autres. Quelle planification on avait? Quelle analyse on a fait des risques, puis du marché, puis de l'avenir de cette filière-là? Est-ce qu'on est arrivé les mains vides en négociant avec une entreprise étrangère? François Legault a joué au poker. Il a fait un coup de poker. Et là, la game tourne pas à son avantage. Ouais. Il y a quand même deux camps. T'as le Parti québécois qui est dans le camp « on veut quand même Nordvolt, on est inquiet pour l'argent des Québécois ». Alors que du côté de Québec solidaire et du Parti libéral, si tu les écoutes, eux, je pense qu'ils fermeraient les livres. Ils diraient, on a perdu 500 millions, tant pis, on ferme tout, on n'en met plus, on parle plus avec Nordvolt, Est-ce que ça peut être un piège pour les oppositions, Mario, leur positionnement? En fait, mettons que Nordvolt, ça marche, ce qui est encore possible. Ouais. C'est certain qu'ils vont se le faire remettre sur nez à la prochaine campagne électorale. En fait, ils vont se faire dire que toute la filière batterie, eux, ils seraient pas allés là-dedans. Et ça, pour moi, c'est la grande question. Parce que moi, j'ai peut-être l'âge, là, mais moi, je me souviens d'une époque où tout divisait, mettons, Jacques Parizeau et Robert Bourassa, le péquiste, indépendantiste et le libéral, tous les divisaient, sauf une chose. Les deux disaient c'est épouvantable dans l'économie du Canada, dans l'équilibre économique du Canada, que toute l'industrie automobile soit en Ontario, que ça ait aidé l'Ontario, que ça ait enrichi l'Ontario, puis que le Québec, on n'ait pas eu notre part. Et
c'est ça, clairement, là, c'est cette espèce de frustration-là qu'on essaie de défaire à l'heure actuelle en disant non, la prochaine génération d'automobiles, c'est l'auto électrique. Et c'est pas vrai que le Québec, on va encore être laissé en dehors de ça, là. Tu sais, qu'on sera pas un joueur, qu'on n'aura pas d'industrie, qu'on n'aura pas de retombées, qu'on va acheter des autos, nous. Tu sais, durant les 50 années de l'auto, l'auto à gaz, l'auto à essence, là, les Québécois en ont acheté autant que les Ontariens ou autant que les autres, mais on a eu une usine de GM, très subventionnée à Sainte-Thérèse, puis on a eu un projet de Hyundai qui a tourné au vinaigre. Maintenant, est-ce que Nordvolt va aussi mal tourner? On a des raisons de s'inquiéter présentement. Mais c'est ce que je disais plus tôt dans la semaine. C'est la ligne mince pour l'opposition entre demander de la transparence, demander des comptes au gouvernement, puis avoir l'air de souhaiter l'échec. De dire, ben là, les Québécois ont mis 500 millions là-dedans, mais dans le fond, nous autres, politiquement, ça ferait notre affaire si on le perdait, parce que le gars aurait l'air tellement fou que ça nous aiderait à gagner des votes. Ça, à mon avis, c'est quand t'es dans l'opposition, puis j'y ai été, c'est tentant de passer là, mais c'est que là, tu sers plus l'intérêt public. Là. Tu perds ton intérêt partisan prend le dessus sur ce qui est censé te guider. Cabaret La Tulipe, salle de spectacle, Isabelle, qui a annoncé hier, c'est un peu, on en a parlé à l'émission hier, mais là, qui a annoncé la chose qu'on voulait pas entendre, la fermeture. Ça, c'est épouvantable. Là. Ça fait énormément réagir encore aujourd'hui. Je veux dire, la Cour d'appel qui ordonne à la salle non seulement de baisser le volume, mais de cesser d'utiliser des appareils sonores pour la réglementation. Ça veut dire pas de haut-parleur. Rien pantoute. Quand tu es une salle de spectacle, c'est pas viable. Ça fonctionne pas. Il faut dire qu'il y avait déjà eu quand même la Cour supérieure en 2023. Il avait demandé au Cabaret La Tulipe de faire des travaux d'insonorisation, mais là, on est juste allé plus loin là, finalement avec la Cour d'appel. Ça fait énormément réagir. Vous allez entendre d'ailleurs Serge Sasseville, conseiller indépendant de Ville-Marie, ainsi que Chantal Rossi, qui est porte-parole de l'opposition en matière de culture de la Ville de Montréal. C'est notre collègue Kevin Crane-Desbarrets de TVA Nouvelle qui était sur place hier pour accueillir finalement et entendre les réactions. Il n'y a absolument rien fait pour empêcher cette fermeture-là. Et là, aujourd'hui, on est placé devant le fait accompli. Et puis, tout ce qu'il trouve à faire, c'est convoquer en panique une conférence de presse demain. Mais à un moment donné, il faut agir. Là, c'est le temps de passer à l'action parce que là, on est mis devant les conséquences de l'inaction. Je suis extrêmement choquée qu'on en arrive là, à cause de quoi? À cause de quoi qu'on arrive là? On arrive là à cause de l'inertie d'une administration qui n'a pas su bouger. Bon, dans les deux cas, on pointe du doigt la Ville. Remarque que le maire d'arrondissement, M. Rabouin, reconnaît l'erreur de la Ville d'avoir octroyé, parce que c'est là que ça a tout s'est joué, en 2016, quand on a octroyé un changement d'utilisation, un changement de vocation du local adjacent pour permettre du résidentiel. Parce qu'avant, c'était du commercial, institutionnel. Ils ne pouvaient pas avoir de résidents. Là. Et ça n'aurait pas dû arriver, au fait. Là. Donc, c'est arrivé, effectivement, et c'est ce qui permet aux plaignants, à Pierre-Yves, de porter plainte et d'être entendu comme il y a eu changement de vocation. Mais ça n'aurait jamais dû arriver. C'est pour ça que tout le monde pointe du doigt, finalement, l'administration. C'est Pierre-Yves Beaudoin, en 2016, donc, qui a acheté le bâtiment adjacent. C'est une salle qui a accueilli les Cowboys fringants, Dumas, Malajube, la bottine souriante. Faut dire que c'est plus de 100 ans d'histoire. Là, quand c'est arrivé en 1913. Oui, parce qu'avant, c'était le théâtre des variétés. 1913, c'est du cinéma. Arrive en 66, c'est un bâtiment qui est racheté par Gilles Latulippe pour le théâtre des variétés. Ensuite, on a inauguré le Cabaret La Tulipe en 2004. C'est beaucoup d'histoire, 100 ans d'histoire. On espère qu'il y aura renversement de vapeur, mais je dois dire qu'il y a différentes publications sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui font réagir. J'avais envie de souligner, entre autres, celle de Simon-Olivier Fecteau qui dit « Attention, attention » avec un petit peu d'humour. La fermeture du Cabaret La Tulipe. Voici d'autres commerces iconiques à Montréal qui pourraient disparaître. Schwartz, ça sent trop la viande. Le Club Soda, le nom sollicite à l'alcoolisme. La Basilique Notre-Dame, son architecture discrimine envers les gens qui ont des torticolis. Le Mont-Royal, les arbres bloquent les pistes cyclables potentielles. Restaurant à l'Express, le nom incite aux excès de vitesse. Semble-t-il que tout ça est valable. Ce qu'on dit aussi dans les réactions, c'est que c'est un seul plaignant. C'est une seule personne. Non, ça, c'est sûr que c'est... Mais en même temps, c'est un seul plaignant, mais à qui on a donné, en lui donnant en lui octroyant un permis résidentiel, ben lui, il fait valoir les droits d'un résident devant les tribunaux, avec des moyens extrêmes, j'en conviens, mais il fait valoir les droits d'un résident devant les tribunaux. Mais expliquez-moi une affaire. Moi, j'habite dans le bois, là. Oui. Fait que j'habite dans le bois parce que je veux avoir la paix. Si tu t'en vas t'installer à 2 pieds d'une salle de spectacle, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit. Puis politiquement, Mario, jusqu'à quel point ça va faire mal à l'administration Plante, ça?
Ben là, ça va tellement mal à Montréal. C'est que t'en rajoutes un peu plus sa pile. Mais t'amènes un bon point, là. Tu sais, c'est le principe de dire, tu vas t'installer, tu pars de la ville, tu vas t'installer en zone agricole. L'automne d'après, tu chiales contre les épandages. Tu sais, tous les cas de, tu t'établis quelque part, puis après ça, tu blâmes les gens qui étaient déjà là. Mais je reviens avec ce que je disais. Le type s'est fait octroyer par la ville un droit d'en faire du résidentiel. Alors, lui, maintenant, plaide les droits fondamentaux d'un résident. Tu sais, va devant le tribunal, puis dit, regarde, moi, on m'a donné le droit d'avoir ma résidence ici, j'habite ici, puis je dors plus. Ou j'ai du bruit le soir, ou ça me tend. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu avoir, je sais pas, moi, entente ou une discussion. passe de saison au Théâtre La Tulipe. Je sais pas, ouais. Non, mais on s'entend que le monsieur n'a pas l'air facile, je sais pas. Ça je connais pas du tout, mais... Ben, ça inquiète les autres salles. Ben oui. Ça inquiète les autres salles de spectacle, absolument. Pierre Poilievre, donc, qui s'est exécuté hier, tel que prévu, a déposé sa motion. Et, évidemment, quand il dépose sa motion, la motion, elle a une ligne, mais après ça, il a fait un long discours. Mais là, c'était un Pierre Poilievre constructif, positif, et remonté dans son enfance, sa vision du Canada. Un autre Pierre Poilievre là, qui voulait renverser le gouvernement. Oui, on était loin des insultes, puis loin. Des noms, des sobriquets, c'est clair. Bon, pas de grand suspense aujourd'hui de cette motion de non-confiance envers le gouvernement, parce qu'on le sait, le Bloc et le NPD déjà ont refusé de l'appuyer, même s'il y a un vote aujourd'hui. Là, le vote va se faire, connaît l'issue. après la période des questions cet après-midi. Mais on connaît l'issue. Ce qui est intéressant, c'est que les libéraux ont le contrôle quand même des journées de l'opposition dans le calendrier. Et là, la stratégie, c'est d'en mettre... Vous en voulez des journées de l'opposition, vous allez toutes les passer rapidement. Alors, deuxième motion, possiblement déposée jeudi par les conservateurs, en vue de renverser encore une fois les libéraux. Et là-dessus, on va voter mardi. Donc, on pourrait revoter deux jours au sens parlementaire, là, 2 jours plus tard, revoter sur renverser le gouvernement. Alors, ou pas. Quel sera le libellé de la motion? De quelle façon on va composer tout ça? Est-ce que le Bloc québécois qui a énoncé ses conditions, c'est-à-dire l'augmentation de la bonification de la pension pour les aînés et aussi la question de la gestion de l'offre, est-ce qu'on va réussir à aller chercher des gains auprès des libéraux pour survivre encore une autre semaine? Oui, parce qu'il y a 2 reproches qu'on fait au Bloc. Le premier, c'est de dire, ouais, mais là... T'as donné ton accord bien trop vite. T'as pas vraiment demandé à Justin Trudeau, aux libéraux, de te donner d'habitude l'avant. Dans des cas où on assure la survie d'un gouvernement minoritaire, on obtient ses gains avant, puis on dit, bon, sur la base... Mais là, c'est comme si on donne son accord, mais sur la base d'espoir de gains futurs. Exact. On n'a pas des garanties. L'autre affaire, et c'est drôle, j'ai écrit là-dessus ce matin, et il y a un texte de Stéphanie Grandmont dans la presse, avec des arguments différents, puis un angle différent, mais avec la même conclusion. Quelle est cette demande du Bloc? Est-ce que le Bloc a fait la bonne demande? Parce que c'est pas vraiment une demande pour le Québec. C'est une demande pour que les 65 à 74 ans obtiennent une bonification de leur pension. Hier matin, le Globe and Mail a questionné une série d'économistes qui disaient tous, non, c'est une mauvaise affaire pour le Canada. D'abord, c'est 16 milliards. Dans les 5 prochaines années, ça coûterait 16 milliards. On sait que le Canada est super endetté, n'a pas cet argent-là. On est déjà dans les déficits par-dessus la tête. Donc, ça serait 16 milliards. Donc, on emprunterait 16 milliards, donc qui va être payé par les futures générations pour donner plus d'argent à des gens. Ouais. Tout le monde en veut plus, tout le monde veut recevoir plus d'argent du gouvernement, mais est-ce que c'est l'urgence du moment? Et est-ce que c'est les intérêts du Québec comme tel? Est-ce que c'est vraiment un dossier versus l'immigration, versus toutes les demandes, la santé, la loi 96, la loi 21 sur la laïcité? On a l'impression qu'on veut enrichir un programme fédéral. C'est sûr qu'il y a, pour le Bloc, il y a plein de votes là-dedans. Les votes des gens de 65 à 74 ans qui votent beaucoup, qui ont un taux de participation très élevé. C'est une bonne talle de vote. Mais est-ce que c'est une demande vraiment qui est la plus pertinente? Là, tu dis là, on a le rapport de force, on a le gros pouvoir. C'est comme si tout à coup, ça étonne beaucoup de gens, là, le choix du Bloc. Et les conservateurs vont jouer là-dessus si le Bloc, encore une fois, sauve le gouvernement Trudeau. Pierre Poilievre l'a martelé hier en Chambre. Et Jack Meeting, lui, il a été questionné sur ses agissements de la semaine dernière, là, lorsqu'il a voulu, présumément, en tout cas, selon la version de certains, s'en prendre et inviter Pierre Poilievre à se battre en pleine Chambre des communes. Voici le commentaire des deux. Le Bloc veut garder au pouvoir le premier ministre le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire. Est-ce que c'est exact que vous vouliez vous battre avec lui? Je veux battre les coupures conservatrices de Pierre Poilievre. Vous battre physiquement. Je veux battre quelqu'un qui veut démanteler notre système de santé.
Bon, voilà. Voici le comment mot-clé de on battre vire était ça. là, mais... on reste au fédéral, mais cette fois-ci, on parle de la chef de l'État, la gouverneure générale, Mary Simon. C'est bien, hier, elle est débarquée sur le terrain dans un organisme communautaire à Lévis pour rencontrer les gens, constater leur travail. Oui, c'était au comptoir alimentaire Le Grenier pour souligner l'implication, justement, des employés, des bénévoles. Et Lévis, là, 99% de la population est francophone à Lévis. Alors là, c'est intéressant. Nos collègues du journal ont accompagné la gouverneure générale. En tout cas, ont assisté à la scène, n'ont pas pu lui parler. Et ce que nos collègues ont observé, c'est que, mis à part « Bonjour, vous allez bien », ça s'arrêtait pas mal là, en ce qui concerne le français de la gouverneure générale Mary Simon. Et là, j'ai ressorti quelques chiffres, OK? Elle a reçu 184 heures de cours de français. Ça a coûté aux contribuables canadiens 28 000 $. Et après 28 000 $ et 184 heures de cours de français, elle n'est pas capable de dire plus que « Bonjour, vous allez bien ». C'est renversant. Toutes les discussions avec les citoyens en anglais. En anglais. Mis à part le bonjour. Mais je vais faire deux remarques. Un, ça démontre que cette nomination-là, ça n'avait pas d'allure. Elle va dans... Mais là, on dit Lévis, 99% francophone, mais ça serait aussi vrai en Mauricie, ça serait aussi vrai dans le Bas-Saint-Laurent, ça serait aussi vrai sur la Côte-Nord, ça serait aussi vrai en Abitibi. Il y a une grande partie du Québec où ça se passe complètement en français. Il y a des régions un petit peu plus bilingues, où ça devrait se passer majoritairement en français quand même. L'autre affaire, bon, tu nous parles de ses cours, de ses heures, ça étonne. Je vais ajouter qu'elle a déjà vécu à Montréal. Non, mais elle fait aussi partie de ces anglophones qu'on dit, mais comment tu peux vivre à Montréal une couple d'années puis pas apprendre un mot français? Mais Mary Simon, Michael Rousseau pour Air Canada, mais Mary Simon a vécu, je pense, c'est 2-3 ans à Montréal, là, dans le cadre de ses fonctions puis de ses temps. Puis, tu sais, elle vivait à Montréal, elle travaillait pas dans un entrepôt. Non, elle travaillait dans les affaires publiques. Non, mais tu sais, elle travaillait dans les affaires publiques. Je me demande même si elle n'a pas travaillé à la CBC, où tu te dis, oui, je comprends que ton travail premier est en anglais, mais tu devrais avoir une ouverture d'esprit, de dire, je vis à Montréal, tu sais, je parle français. Comment ça va? Oui. C'est plus facile, moi, j'ai trouvé, de se faire parler en français dans le Maine. À New York, c'est plus facile. Quand on entend l'accent, souvent, les serveurs vont dire des mots en français. En Ontario aussi, quand on entend... Ça n'a pas coûté 28 000 de formation. Exactement. Je trouve qu'ailleurs, c'est plus facile de se faire servir en français. C'est fou. Voilà. Donc, Mme Simon, qui a fait l'effort. Oui, ça stagne un peu, les progrès. Peut-être après un autre 28 000, peut-être qu'après un autre 28 000... Mais là, est-ce que les cours se continuent, on sait-tu? Ben là, j'espère bien. Ben, je dis j'espère bien, mais en même temps, j'ai peur d'où la facture va s'arrêter là, par rapport à ça. Ça va pas super bien dans le système de santé. On est pourtant dans une période, on n'est pas dans le temps des fêtes ou dans les grosses périodes de grippe ou d'infection ou de gastro, mais c'est déjà plein dans les urgences. Oui, puis c'est pas rassurant parce que ça s'en vient, cette période-là. Dans quelques semaines, il y a plusieurs urgences qui débordent au Québec. Des patients qui poirotent en moyenne jusqu'à 10 heures avant de voir un médecin par endroit. Et le problème, en filigrane de tout ça, c'est qu'il y a trop de patients qui sont sur les étages et qui attendent une place en CHSLD. Alors, ça mobilise des lits. Il y a plusieurs endroits, là, que ce soit dans le Grand Montréal ou même ailleurs dans d'autres régions du Québec, entre autres sur la Côte-Nord. Là, un séjour sur civière, c'est plus de 20 heures dans plusieurs hôpitaux. C'est assez catastrophique. Et globalement, quand on regarde le nombre de patients d'hôpital qui attendent une place en CHSLD au Québec, on est à 700. Il y en a 300 pour la réadaptation. Ça fait des années qu'on nous dit que c'est ça le problème. Tu sais, quand tu me dis que c'est telle affaire le problème, ben là, c'est tentant de dire règle-le. Règle-le le problème, tu le sais, tu l'as identifié. Alors ça, c'était le premier volet, les urgences. Pour ce qui est des chirurgies, Québec a l'intention, en tout cas envisage, confier davantage aux cliniques privées, davantage de mandats de chirurgie en ajoutant une vingtaine d'opérations qui seront remboursées par l'État. Alors c'est le bureau parlementaire qui nous apprend ça. Mais privé avec la carte soleil. Exactement. Donc chirurgie concernant les pieds, le visage, le système digestif, la gynécologie, l'urologie, à celles qui sont déjà effectuées dans les centres médicaux spécialisés, et ça, ce serait sans frais pour le patient. Ce qui m'amène à te parler, tu as attiré mon attention, c'est dans le Globe and Mail ce matin, un sondage Navigator Research sur l'ouverture des Canadiens sur le privé en santé. Parce qu'il y a 20 ans, où moi je parlais de privé en santé, il y avait quand même une ouverture au Québec. Mais dans le reste du Canada, on disait non, la santé, c'est identitaire. Le privé dans la santé, ça c'est pour les Américains, puis nous, les Canadiens, on veut pas ça. Les choses ont évolué. Tu dis, puis là, je paraphrase un peu certaines questions. Là, est-ce qu'on devrait permettre que certains soins de santé soient offerts par le privé?
Alors, quand on combine les résultats de en accord et très en accord, on arrive à 68% de Canadiens qui sont en faveur dans de ça. l'ensemble du Canada. Oui. Se faire soigner au privé, mais en autant que ce soit couvert par le régime public. 71%. Et en ce qui concerne les hôpitaux privés, mais que le traitement, donc construire les hôpitaux reviendrait au privé, mais le traitement sur place serait couvert par le régime public. Là, on est à 65%. Alors, les mentalités changent, Mario. On est de plus en plus ouvert au privé en santé au Canada. Ben, parce que le même sondage dit quand même que les gens sont de plus en plus déçus des résultats, des services de leur système de santé. Et finalement, le Canadien a gagné. Oui, une victoire de 3-0 contre les Devils du New Jersey. Donc, c'est 2-2 en match préparatoire. Un match signé de vraiment Michael Pezzetta, qui a des mains, pas juste pour se battre, honnêtement, a marqué le premier but. Suzuki a marqué le deuxième et Pezzetta a complété dans un filet désert. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est la très belle tenue des gardiens du Canadien encore hier. Jeu blanc, partagé pour Samuel Montembeault et pour Connor Hughes. Le prochain match du tricolore, c'est jeudi contre les Maple Leafs à Toronto. Avant de conclure, quand même, qu'ils accorderont jamais un but cette année. On ne sera pas parfait sur 82 matchs en 2 soirs, mais avant de conclure, qu'ils accorderont jamais un but quand même hier, toutes les vedettes offensives, ou presque toutes les vedettes offensives des Devils du New Jersey n'avaient pas fait le voyage, n'étaient pas en uniforme pour ce match préparatoire. Fallait googler beaucoup, là. Oui, c'est ça. L'alignement des données. Peut-être changer l'issue. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie. Débat, opinion et analyse.